Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode de Génération Z, un format à la fois de discussion, d'échange et de débat ayant pour but d'encourager la jeunesse à prendre part aux questions politiques et sociétales. Aujourd'hui, nous allons parler de laïcité, de ce que ce terme générique signifie et surtout des nombreux débats qui en émanent, tels que celui sur le port du voile qui refait surface depuis les amendements votés par le Sénat visant à, entre autres, interdire le port du voile aux mères accompagnatrices lors de sorties scolaires ou encore aux jeunes femmes mineures dans le cadre de la loi anti-séparatisme. Pour évoquer toutes ces questions très intéressantes, je suis entourée de Tristan Péglion, qui est coordinateur du parti politique Génération, fondé par Benoît Hamon en 2017. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, on peut retrouver Mariam Djigo, qui est étudiante en droit à la Sorbonne. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et face à vous, nous retrouvons Jean Prince, ainsi que Aurélien Antoven. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à débattre. Merci à vous. Donc pour commencer, j'aimerais vous demander ce qu'est la laïcité et si vous estimez que c'est un principe républicain correctement interprété et appliqué par nos dirigeants politiques. Je vous laisse prendre la parole. Écoutez, je pense que la laïcité peut se définir par 3 caractéristiques essentielles, à mon sens, qui révèlent, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un principe, sinon d'une réponse, la réponse adaptée d'une république à la situation de la diversité religieuse au sein d'un État. Ça peut être un État-nation ou un État au sens plus large du terme. Alors ces caractéristiques, quelles sont-elles ? D'abord, vous avez la liberté de culte, et qu'on puisse pratiquer sa religion librement au sein de la société française. Également, vous avez l'égalité. La supposée égalité de tous les cultes devant la loi. L'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte, en un sens, c'est l'égalité. Et enfin, la fraternité. La laïcité s'autorise la restriction de l'exercice du culte à partir du moment où celui-ci contrevient à l'ordre public. Donc la laïcité est essentielle afin de bien gérer la diversité religieuse au sein d'un État qui est fragmenté et de créer un espace public assaini de ce point de vue-là. Donc voilà pour moi ce qu'est la laïcité. Pas un principe, sinon une réponse républicaine. Est-ce que vous êtes en accord avec cette définition-là ? En général, oui. Enfin, je pense que c'est ça. Après, pour le faire de façon plus simple, c'est simplement la neutralité de l'État face aux religions. Et est-ce que vous pensez que ce principe-là, cet idéal est bien appliqué au sein de l'État français ? Je pense qu'il l'a été. Je pense qu'il est moins aujourd'hui. C'est vrai qu'on le voit avec le discours que certains politiques peuvent avoir par rapport à l'islam, notamment. Et ces mesures de restriction qui sont adoptées, comme l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Est-ce que vous estimez que ce sont des lois qui finalement ne servent pas à ce principe-là, mais le desservent et le font dévier ? J'ai l'impression qu'on dévie un peu du principe de neutralité. Et que justement, on n'est plus neutre face à l'islam. Qu'il y a une certaine amalgame qui a été faite et que je pensais que cette amalgame était une amalgame qui était populaire. Et j'ai l'impression que cette amalgame, elle remonte au niveau étatique. Et donc c'est vrai que pour moi, interdire aux jeunes femmes de porter le voile, ce sont des mesures qui sont liberticides et ce sont des mesures qui viennent en contradiction avec le principe de neutralité que l'État était censé avoir. Je vous laisse réagir à ces propos. Avant de réagir, j'aimerais juste simplement ajouter à ce qu'Aurélien et Mariam ont dit par rapport à, certes, l'État neutre par rapport au culte, mais également un État qui présente un visage neutre, notamment avec le service public, qui se doit de ne pas arborer de signes qui feraient preuve d'un prosélytisme ou d'un quelconque port de signes ostentatoires. Car, encore une fois, par exemple, dans les mairies, Marianne n'est pas affublée d'une énorme croix, n'est pas affublée d'un voile ni autre. Marianne se doit de présenter un visage neutre de la République et il en va ainsi pour le service public. C'est là, et pour revenir aussi à ce que disait Aurélien sur l'ordre public, je pense que c'est principalement là que vont être les principales pierres d'achoppement. Je pense que nous sommes à peu près tous d'accord sur les éléments généraux de langage sur la laïcité, sur sa définition première, mais je pense que ce qui rend des vues opposées et ce qui crée les frictions qu'on a en ce moment, ce sont ces problèmes de définition de l'ordre public qui sont différents à chacun et du coup qui peuvent créer des sentiments de stigmatisation par exemple chez la communauté musulmane ou des sentiments de prosélytisme chez d'autres qui voient en ces signes une tentative d'attaque un peu à l'ordre public. Donc il s'agit un peu de la sensibilité de chacun et de déterminer où est-ce que la loi doit trancher dans cette sensibilité.
Déjà, pour compléter un peu ce qui a pu être dit, c'est que la laïcité, c'est un combat. C'est un combat que la République mène depuis sa fondation. C'est un combat qui n'est jamais gagné. C'est un combat pour lequel on ne doit jamais céder et pour lequel on doit toujours rester vigilant. La laïcité, c'est, tu l'as très bien dit Aurélien, c'est la liberté de culte, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de pratiquer. Aujourd'hui, c'est un principe qui me semble dévoyé. D'une part par nos dirigeants politiques, par aussi toute une partie d'une frange assez réactionnaire de la société historique qui autrefois se battait contre la laïcité. C'est quelque chose dont il faut se souvenir historiquement. Au XIXe siècle, la loi de 1905, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, c'est une lutte à laquelle se sont opposés farouchement toute une partie de la droite chrétienne traditionnelle. Et qu'on a obtenu. Aujourd'hui, moi je suis ravi de voir qu'aujourd'hui tout le spectre politique qui se revendique de la laïcité, c'est positif. Faisons attention aujourd'hui, effectivement, quand on voit des lois comme la loi séparatisme qui finalement viennent nous parler du péril islamique, parce que finalement c'est beaucoup ça qui ressort, c'est une stigmatisation un peu permanente des musulmans, des pratiquants. Quand on voit par exemple cette question, peut-être pour revenir un peu sur ce que tu disais, le service public, je suis tout à fait d'accord. Le service public, aujourd'hui, les agents du service public, en fait, se doivent d'être neutres, se doivent d'être laïques en tant qu'agents sur leur temps d'agent du service public, parce qu'ils représentent la République. La question du coup qui vient, c'est celle, du coup, en ce moment, c'est celle des accompagnatrices sur les sorties scolaires. Ça assez gênant aujourd'hui que des personnes viennent donner de leur temps, viennent bénévolement parce qu'elles n'ont pas de formation, elles ont pas signé de charte de la laïcité. Enfin, elles ne sont pas des agents du service public, c'est juste des mères qui viennent donner de leur temps et on stigmatise alors qu'elles rendent un service à une population, enfin elles rendent un service à l'école et je trouve ça terriblement injuste. Effectivement, désolé comme vous le dites, pour rapidement rebondir et avoir l'avis d'un peu tout le monde, la question ce qui se pose c'est puisque ces mères sont bénévoles et qu'elles ne représentent pas l'éducation nationale lorsqu'elles vont accompagner bénévolement ces enfants lors de sorties scolaires, est-ce qu'elles se doivent d'être neutres ou est-ce qu'elles ont le droit de jouir de cette liberté de culte et donc porter tout type de signes religieux? La question se pose également pour les personnes souhaitant porter une kippa ou une croix. Alors, si ça ne dérange personne que je prenne la parole, tout d'abord, la loi ne proscrit pas le port de signes religieux discrets. Par exemple, dans le service, il me semble que dans le service public, il n'est pas indiscret de porter, par exemple, un Magen David discret, un croissant de lune ou une petite croix ou quelque chose comme ça. C'est à partir du moment où il devient ostentatoire et donc potentiellement prosélyte. Et pour ce qui est des mères, là, c'est un débat plutôt d'interprétation. Et de mon côté, j'aurais plutôt tendance à dire que ses mères ou ses pères ou ses parents en général, bien qu'ils jouissent de cette liberté de culte, concourent à des missions du service public. Ça peut paraître un peu pompeux d'appeler une sortie d'école une mission de service public, mais ça le reste tout de même. Et comme ils concourent à cette mission de service public, pour moi, ils doivent s'adapter à la norme du service public et non pas à l'inverse. Ce ne sont plus des parents, ce sont des parents accompagnateurs. Donc, il y aurait un prolongement de cette mission dont vous parlez, entre grandes guillemets. Entre grands guillemets, exactement. Si je peux me permettre éventuellement aussi une petite réponse par rapport à ce que tu as dit. Faire remonter les racines de la laïcité à la République, à mon avis, c'est voir la moitié du sujet. La laïcité, évidemment, c'est la liberté, mais avant d'être la liberté, si on se penche sur les origines de la laïcité, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté face au pape de Philippe le Bel. Puis ensuite, ça devient quoi? Ça devient l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? On est en France et soudain, il y a des protestants. On est en 30 ans de guerre de religion, c'est une catastrophe. Henri IV arrive, dit stop. On va faire l'édit de Nantes. Les protestants ont le droit de pratiquer leur religion, les catholiques ont le droit de pratiquer leur religion. C'est ça, les origines de la laïcité en France. Et Louis XIII va arriver ensuite et il va faire quelque chose de très intéressant par rapport à l'ordre. Il va créer, à mon avis, les fondations d'une laïcité à la française, pas à l'anglo-saxonne, un peu à la Henri IV, en mode on laisse les protestants avoir leur communauté, leur ville fortifiée. Louis XIII, il va dire, vous pouvez exister, mais c'est moi le roi. Ça veut dire les villes fortifiées, c'est terminé. Ça se fait de manière un petit peu sanglante. Mais bref, tout ça pour dire que les origines de la laïcité, c'est pas la liberté, c'est l'ordre public. Donc c'est cette valeur qui doit primer. S'il doit y avoir une valeur pour primer dans la notion de laïcité, à mon sens. Maintenant, la République qui a greffé les questions
de liberté et égalité des cultes devant la loi et devant l'État, qui est d'ailleurs elle-même contestable, puisque la France est un pays historiquement catholique et qu'il a été pendant très longtemps, ce qui veut dire que notre relation au catholicisme reste un petit peu différente de facto, notamment par rapport au financement de certaines églises avant la loi de 1905, ou à certaines régions, certaines spécificités régionales. À mon avis, je pense qu'on pourrait l'excuser au motif que nous n'avons pas eu la même histoire avec toutes les religions, mais bref, tout ça pour dire, et c'est ça mon argument ici, c'est bien beau la liberté, mais l'ordre, c'est la première des libertés. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Parce que c'est vrai que c'est le cœur du débat, de savoir si finalement ce principe fondamental qui est la laïcité, ce principe républicain, n'empiète pas sur un autre principe, une autre valeur pour laquelle on brille à travers le monde, qui est la liberté de culte. Enfin, j'ai un peu extrapolé ici, mais tout ça pour dire, est-ce que finalement il n'y a pas deux principes fondamentaux au sein de notre pays qui rentrent en contradiction, et on aimerait savoir quel principe devrait primer? Personnellement, je pense pas, parce que la laïcité, c'est pas quelque chose qui vient empiéter sur la liberté de culte, c'est seulement l'État qui va justement contrôler cette liberté de culte et un peu l'encadrer. Donc on va pas accepter que des personnes, par exemple, fassent des prières de rue, parce que justement c'est contraire à l'ordre public, ça dérange un peu, mais on va encadrer, ça veut dire on va peut-être financer la construction d'églises, de mosquées, on va accepter qu'il y ait des églises, des mosquées et des synagogues en France tout simplement. La laïcité n'est pas là pour que la liberté de culte s'envole, quoi. Les deux peuvent cohabiter. Après, c'est vrai que l'interprétation de la laïcité qu'on fait aujourd'hui peut-être empiéter dans une certaine mesure sur cette liberté de culte, à mon sens. Et en particulier sur ces mesures, est-ce que vous pensez que la liberté de culte a été empiétée par ce principe de laïcité ou non? Personnellement, je pense oui. Surtout par rapport aux mineurs, du coup, parce que les mineurs, c'est quoi? C'est des personnes de 0 à 17 ans. Lorsqu'on dit à une personne de 17 ans, 16 ans, 15 ans ou 14 ans qu'elle ne peut pas mettre de voile, c'est lui dire « tu ne peux pas pratiquer ta religion comme tu l'entends ou comme tu le veux ». Et pour moi, ça, c'est problématique. Enfin, bien sûr, on ne peut pas tout le temps pratiquer sa religion comme on l'entend ou comme on le veut, mais en tout cas, le voile, c'est une liberté personnelle. On décide de le porter ou pas. Et pour moi, ce n'est pas contraire à l'ordre public, ça n'engage en rien les personnes qui ne le portent pas. Et ça ne dégage aucun message, pour moi, pour les personnes qui ne sont pas croyantes. Ça dégage un message pour la personne qui le porte. La personne qui le porte, elle porte un voile et elle se dit oui, c'est un signe religieux pour moi. Une personne qui n'est pas musulmane, une personne qui n'est pas croyante, qui voit ce voile ne doit pas voir autre chose qu'un morceau de tissu. Donc c'est vrai que cette interdiction du voile pour toutes les mineures dans tout l'espace public, en incluant la rue, a beaucoup fait réagir parce que on se demande si ça n'empiète pas sur cette liberté de culte. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'en pensez-vous? Déjà, peut-être juste avant, j'aimerais soulever une interrogation. Qu'est-ce que le voile? Très honnêtement, qu'est-ce que le voile? Puisqu'en France, on a tendance à vraiment couvrir sous le nom du voile une multitude de différents habits, en passant du tchador au niqab et autres différents items culturels. Est-ce qu'on se réfère au hijab ici exclusivement? Ouais, je pense que c'est juste pour une question personnelle de définition, mais je pense qu'on pourra se référer au hijab jusqu'à la fin du débat. Bien sûr, on ne parle pas du voile intégral. burqa. Non, bien sûr que non. Non, c'est juste le vêtement qui recouvre les cheveux et le cou. Bien sûr, merci pour cette précision. Après, ça peut encore être je pense qu'on parle aussi du turban, etc., donc qui recouvre que les cheveux, mais le voile ne recouvre pas le visage entièrement. Je vais me permettre quand même une petite remarque par rapport à ce que tu as dit, au sujet de l'interprétation et de qui serait légitime à interpréter telle ou telle chose. Le fait d'être concerné, de pratiquer quelque chose, ou le fait d'avoir vécu quelque chose, ne fait pas de toi une figure d'autorité sur la question. Bien évidemment, tu as ton interprétation personnelle et ton rapport au tissu en lui-même, mais les autres sont tout à fait en mesure de considérer le voile, par exemple, comme un symptôme d'une interprétation plus généralisée, et que peut-être que tu ne partages pas si jamais tu es une femme voilée, je ne me réfère pas à toi spécifiquement, mais tu vois ce que je veux dire. Ça ne fait pas de toi une figure d'autorité sur la question, tout le monde est légitime à développer une interprétation compte tenu de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui se fait à travers le monde musulman, à travers le monde de manière générale, et en France également.
afin d'en tirer une interprétation et de voir si ça colle par exemple avec le préambule de notre Constitution qui prévoit l'égalité homme-femme dans la disposition des droits civils. On s'attaque donc à la question féministe de la chose. Est-ce que vous pensez que, il y a beaucoup d'opposants à ces textes de loi qui ont soulevé le fait que l'État contrôlerait encore une fois le corps des femmes. Est-ce que c'est une chose que vous estimez être vraie ou vous y opposez? Je vous écoute en débattre. Ok, personnellement, je suis totalement d'accord parce que j'ai l'impression que, j'ai pas l'impression, c'est réel quoi. C'est l'habillement de la femme, c'est quelque chose qu'on a essayé de contrôler pendant des siècles et des décennies. Et j'ai l'impression que c'est toujours pas terminé ça, tu vois. Lorsque tu dis à une personne qu'elle ne peut pas mettre son voile, qui est un vêtement, tu lui dis comment s'habiller et comment ne pas s'habiller. Et en fait, j'ai l'impression qu'on prend un argument féministe et qu'on l'interprète mal. On leur dit oui, le voile c'est l'oppression. C'est un homme qui vous oppresse. On vous oblige à le mettre. Un père, un oncle, un mari. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va justement alors adopter un autre extrême qui est pour moi également oppressif. On leur dit ce voile vous l'enlevez. Donc c'est pas une bonne réponse. C'est dans chaque situation il y a des extrêmes. Et là, il y a deux extrêmes. C'est une personne qui peut se voir forcée à porter le voile, et ça arrive forcément, dans chaque situation, il y a des extrêmes. Et l'autre extrême, c'est la personne qui, justement, va obliger une personne à retirer ce voile-là. Et pour moi, c'est dans ce qu'on bascule aujourd'hui. C'est ce dans quoi on bascule aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai l'impression que, justement, la femme n'est pas libre de s'habiller comme elle veut, et on peut dire oui, mais il y a quand même des évolutions, il y a quand même toujours des limites qui font que la femme ne peut pas s'habiller comme elle l'entend, que ce soit se couvrir ou se découvrir. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Mariam. Justement, aujourd'hui, je trouve ça assez aberrant d'avoir des gens qui jamais ne vont parler de féminisme, jamais ne vont parler de protection des droits des femmes, ne vont parler des féminicides, ne vont parler des salaires moins importants des femmes par rapport aux hommes, mais qui soudainement sont pris d'un soudain élan de féminisme. Voilà, ça, c'est parce que faut prendre la parole, parce que finalement, on voit bien que c'est pas pour rien. Finalement, c'est pour stigmatiser. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, mais d'un autre côté, il y a quand même aussi le côté de toutes les féministes qui sont extrêmement virulentes contre des problèmes qu'on peut, à mon sens, pour beaucoup considérer comme des faux problèmes, comme une inégale répartition soi-disant systématique des biens entre les hommes et les femmes, qui est vrai, mais qui ne concerne pas forcément toujours les femmes, qui ne concerne pas forcément toujours les hommes. Et ce côté tout à fait, cette espèce de point aveugle sur les questions d'islam radical et de traitement des femmes dans la religion musulmane qu'on retrouve pas mal dans les mouvements féministes. Cette mensuétude avec laquelle, par exemple, la jeune Mila, qui avait été insultée et menacée de viol plusieurs millions de fois l'année dernière, mensuétude avec laquelle les associations féministes se sont très légèrement exprimées là-dessus, soit pour condamner non pas les attaques, mais Mila elle-même, parce que quand même l'islamophobie c'est pas bien, soit pour dire oui, bon, mais quand même, on soutient, mais pas trop, quoi. Un beau stretch là, on est passé de la laïcité à Mila. Effectivement, donc on était en train d'évoquer la question du voile. Est-ce que vous comprenez toute cette cristallisation qu'il y a autour du voile? Est-ce que c'est un sujet que vous comprenez? Il y a par exemple eu dans ces amendements qui ont été votés, donc le fait que le burkini serait interdit dans les piscines publiques. Est-ce que vous comprenez tout cet engouement qu'il y a autour de cet habillement? Alors, j'aurais tendance à dire que le burkini est intrinsèquement lié avec le voile, entre guillemets, donc là je ne vais pas faire du pour ou du contre, c'est simplement que ça me paraît être une question entre guillemets de logique de la part du gouvernement qui dit que si on interdit le voile dans l'espace public, le burkini l'accompagnera forcément, et si le voile est acquitté entre guillemets dans l'espace public, il en ira de même pour le burkini. Ça, pour ce point-là, ça me paraît logique. Mais est-ce que ça cristallise le débat? Oui, parce que, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de malsain aujourd'hui en France, c'est que le corps de la femme est devenu un champ de bataille politique. On a un champ de bataille politique entre, d'un côté, des politiques qui se tirent la corde en disant « Ah non, c'est pas républicain, c'est républicain », et de l'autre côté, il faut le dire, qu'il existe certains intégristes qui pratiquent une religion politique. Donc, il y a un côté très très malsain que tu as décrit à travers les deux opposés. Mais le fait est que, on a beau le dire, le voile
je pense qu'il est très très difficile, c'est devenu d'ailleurs une expression assez courante l'année dernière, de séparer le voile de son sens, entre guillemets. Je pense que là, en France, il y a encore un mal à séparer le voile de sa signification religieuse et à l'interprétation qu'on fait de cette signification religieuse. Donc, c'est ça qui peut aussi cristalliser le débat et causer un énorme intérêt aujourd'hui, avec le fait aussi qu'on ait des populations stigmatisées qui se retrouvent un peu à chaque fois au focal des mêmes problématiques. Et ça, ce n'est pas seulement de leur fait, on ne peut pas dire que c'est de leur fait ou non, mais ce qu'on peut affirmer, c'est aussi qu'il y a eu une focalisation du débat public, et ça, merci beaucoup aux chaînes d'infos en continu qui recrachent les mêmes infos et qui continuent les mêmes polémiques pendant des mois, jusqu'à les hystériser. Donc j'aurais tendance à dire que ça devient difficile, et pour moi il est difficile de séparer le voile de l'islam. Pour moi c'est difficile de dire que c'est un simple bout de tissu anodin sans sens. Il a un sens religieux, avéré pour vous ou non, ce bout de tissu dont tu parlais? C'est le foulard islamique en soi, donc forcément dans l'islamique, il y a fait que c'est lié à cette religion. Effectivement, voilà un peu cette question de la cristallisation. Il y a aussi la question de l'intégrisme que vous avez relevé, donc si vous voulez aussi en parler. C'est après, effectivement. Je pense qu'on peut en parler au contraire. Justement, pour parler un peu de cette cristallisation, oui, moi ça me rappelle des phénomènes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des islamo-gauchistes. Il fut un temps où on parlait des judéo-bolcheviques. Non mais en fait c'est assez intéressant. C'est que pour moi en fait dans tout ça ce qu'on retrouve c'est il y a un peu ce côté on cherche un bouc émissaire. Ouais. C'est ça, on cherche un bouc émissaire à un moment où on est en plein milieu d'une crise sociale comme on en a jamais connu. En plus de cette crise sanitaire où on a passé le cap des 100 000 morts très récemment. Pour moi, voilà, c'est une politique qui est menée par l'extrême droite, notamment, mais aussi par une partie du gouvernement qui se fait complice objectif pour moi de l'extrême droite, qui détourne le regard de certains sujets et préfère venir nous parler de ces sujets un peu identitaires, un peu bien clivants, qui ont vocation finalement à détourner des vrais sujets. Donc effectivement, c'est une cristallisation, c'est une stratégie en fait aussi, c'est une stratégie médiatique. Je parlais tout à l'heure des grands médias. Moi, je pense effectivement à toutes ces chaînes qui sont détenues par Vincent Bolloré. Je pense à CNews notamment, qui embauchent en fait des gens qui sont en fait déjà coupables, qui ont été reconnus coupables par la justice d'incitation à la haine. Donc en fait, oui, c'est grave en fait qu'on se retrouve avec ça aujourd'hui. Mais justement, je pense que c'est toute une stratégie médiatique qui existe autour de tout ça. Et qu'aujourd'hui on doit combattre, et je pense que la République qui gagnerait, le débat politique qui gagnerait effectivement à rappeler en fait à quel point les musulmans en fait n'ont pas à subir cette stigmatisation, cette bouc émissarisation du débat, et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures-là qui ont donc été votées par le Sénat ont été prises afin de détourner l'attention des millions de Français de questions qui fâchent, telles que la réouverture de millions d'établissements ou encore la précarité des jeunes, chose qui a été dénoncée par exemple sur Twitter à travers de nombreux hashtags? Je vous laisse prendre la parole. Alors. J'aimerais juste un peu reprendre ce que vous avez dit. Alors certes, sur l'islamo-gauchisme, il y a beaucoup d'hystérisation dans ce terme. Je ne crois pas non plus intégralement à la transitivité judéo-bolchevique islamo-gauchiste. Certes, il est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, par un mécanisme assez, comme vous le disiez tout à l'heure pour tout ce qui est féministe et islam, il y a l'extrême droite qui s'est un peu jetée sur ce terme, et d'ailleurs dont il est originaire et qui l'est dévoyé. Mais est-ce que pour autant ça ne veut pas dire qu'il existe une réalité derrière? On ne le sait pas encore, on n'a pas encore eu assez d'études démontrées. Certes, on a eu un communiqué du CNRS, mais laissez-moi douter que dans le feu de l'action, une publication scientifique sur une réalité qui n'est pas encore explorée peut être un peu contestable. Donc l'islamo-gauchisme est un terme pour l'instant très hystérisé, complètement hystérisé, et qui par sa formulation paraît, je vous l'accorde, extrêmement complotiste. On n'est pas loin des remarques de comptoir où on nous explique que les écolos sont des pastèques vertes à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Mais il y a une réalité qu'il faudra quand même explorer. C'est pas parce qu'il y a une mascarade qu'il n'y a pas des problèmes de connivence. Parce que selon moi, quand même, il y a des affinités qui peuvent se créer entre la gauche et une partie de l'islam politique, étant donné que les musulmans aujourd'hui, du fait à la fois de la République possiblement, à la fois de la manière dont ils sont présentés, à la fois de la manière dont la réalité est présentée, apparaissent comme des oppressés. Et la gauche, si je me souviens bien et si je ne me fourvoie pas, est l'éternelle défenseuse des oppressés. Il serait donc possible qu'il y ait des connivences entre des parties de la gauche et des parties de l'islam politique qui est bien différencié des musulmans tout de même.
Exactement, et comme je l'avais dit d'ailleurs, une espèce de point aveugle sur la question de l'islam, au motif qu'on serait face à des oppressés, donc dans une logique un petit peu binaire où les oppressés, il faut les défendre, et les oppresseurs, c'est les méchants, les oppressés, c'est les gentils. Il est normal qu'à mon avis, on se retrouve face à une tendance, en tout cas, de complaisance à travers la gauche, hormis chez la gauche traditionnelle En perte de vitesse. en perte de vitesse, il faut le dire. Je pense par exemple sur la Force ouvrière qui est très à fond sur les questions républicaines et qui n'a de cesse de dire, me semble-t-il, que précisément les gars, c'est quoi? C'est la lutte des races? Non, c'est la lutte des classes. Donc effectivement, hormis cette petite bataille à l'extrême gauche, moi, d'après mon expérience personnelle dans les milieux militants et autres, avec les militants que j'ai pu croiser, je suis sur un campus universitaire, on n'a pas tous croisé exactement la même chose, mais cette complaisance, je la sens bien visible. Et quand on se met très vite à parler d'islam politique, à parler de Samuel Paty, à parler de toutes ces questions qui fâchent, de Charlie Hebdo, de toutes ces problématiques-là, de manière assez surprenante, on les entend pas beaucoup à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a une simplification, une sursimplification de toutes ces questions-là, d'une association entre l'islam et toutes ces questions d'intégrisme? Est-ce que Personnellement, je pense qu'il y a forcément oui, certains politiques qui vont faire de l'islam leur outil politique. Parce que justement, ils voient qu'il y a tous ces débats autour et ils disent on va être les défenseurs de l'islam. Parce que l'islam, c'est quand même 6 millions d'habitants en France. 6 millions d'habitants en France, c'est 6 millions de... ce serait un intérêt politique, selon vous? Il peut avoir un intérêt politique, mais je pense pas que c'est quelque chose qui est général. Donc parler d'islamo-gauchisme, pour moi, c'est faire un abus de langage. C'est abuser et dire oui, regarde, tu défends l'islam, tu es islamo-gauchiste. Parce que c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui est fait. Et pour moi, parler d'islamo-gauchisme, c'est juste justement vouloir diaboliser la gauche dans une certaine mesure, parce que justement, on donne à l'islam aujourd'hui une figure qui n'est pas forcément positive. Donc, parler d'islamo-gauchisme, c'est juste. Je pense que c'est plus un outil politique qu'un vrai mot qui a un vrai sens. Enfin, moi, je trouve ça assez honteux de dire que la gauche aujourd'hui une complaisance envers l'islam politique, c'est absolument Une partie de la gauche. Même qu'une partie de la gauche puisse l'avoir. Aujourd'hui, je suis désolé, mais ça n'existe pas, cette complaisance factuellement. Pour en plus être moi-même militant politique dans des quartiers comme Attrape, où j'ai passé des années à militer, en fait, parce que c'est chez moi. En fait, c'est là que j'ai appris à militer, notamment. Ça n'existe pas. Nous, on a toujours dénoncé l'islam politique. On s'est toujours battu contre. Nous, on se battra toujours pour la laïcité. Et je trouve absolument honteux de dire qu'on profiterait du malheur des gens pour finalement ceux qui allaient essayer de se faire. Non, pour nous, c'est pas un projet. En fait, non, on fait de la politique. On défend d'une part, les gens qui aujourd'hui subissent une stigmatisation. On défend tous ceux qui subissent des stigmatisations et de tous les camps, de toutes les religions, de toute personne qui puisse ressentir une stigmatisation. Nous, on va être là, on va écouter cette personne, on va être plus que juste aller récupérer l'islam, on va défendre ces gens-là. Et moi, je suis assez outré en fait d'entendre ce genre de choses, parce que définitivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, quelque chose qu'on ne fait pas. Et pour le coup, je vous invite à venir peut-être un jour à Trappes, si vous voulez. On pourra venir chez un de ces frères. Avec grand plaisir, on prend un petit verre quand vous voulez, quand ça réouvre. On peut, bien sûr. Moi, je connais un bar très sympa, juste à côté de la mairie, figure-toi. Quand ce sera réouvert, j'espère. Quand ce sera réouvert, je crois qu'on peut s'accorder sur la réouverture, là, je pense. Enfin, un point de consensus. Bon, je me permets quand même une petite remarque. Limiter la question de l'islamo-gauchisme à du clientélisme électoral, c'est à mon avis un paralogisme. Je pense que c'est quelque chose qui relève plus de la tendance intellectuelle, d'une complaisance intellectuelle, et non pas d'une complaisance en mode on va draguer des voix. Il y en a un petit peu, naturellement. Mais ceux qui sont à droite, d'ailleurs. Ceux qui... Jean-Christophe Lagarde, on l'oublie souvent, lui. Oui, ça va, c'est bon, Jean-Christophe Lagarde. Mais bref, pas que lui, bref. C'est bon, c'est bon, ça. La question de l'islam-gauchisme relève beaucoup plus, à mon sens, de la tendance intellectuelle. Plus qu'autre chose, de la complaisance intellectuelle, de la propension à vouloir systématiquement aller à la rescousse de l'islam quand c'est pas forcément une bonne idée, et de manière presque, j'ai envie de vous dire, maladive. C'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est assez récent, je connais pas suffisamment bien le sujet pour l'exprimer,
mais d'après ce que j'ai observé dans les milieux militants de gauche en tant qu'homme de droite, Ex de gauche, LFI, je te rappelle. ex de gauche et LFI, tout à fait, c'est une espèce de petite tendance à défendre typiquement la question des femmes voilées ou autres, ce qui peut se comprendre avec des arguments rationnels et tout, mais qui d'un autre côté, quand on pose un petit peu l'interprétation du voile comme un vêtement qui consiste à dire que la femme doit rester pudique face au regard des hommes, quand même face à un propos vachement antiféministe, si jamais je me réfère à ça, moi, je m'attendrais à voir la gauche vent debout contre le voile et être face à une gauche beaucoup plus islamophobe que la droite aujourd'hui, rationnellement ou irrationnellement d'ailleurs, en termes de tendance générale. C'est pas ce qu'on observe. Et ça, je pense que c'est un symptôme du truc. Après, je peux me tromper, et il faut qu'on fasse plus d'études sur cette question. On ne peut pas se contenter d'un truc du CNRS qui balaye le truc d'un revers de la main, ou d'une Frédérique Vidal qui nous dit que c'est la priorité absolue. Dans les deux cas, il faut qu'on se penche plus sur cette question scientifiquement parlant. Non, mais par ailleurs, je parle peut-être que d'une réalité que moi je connais, qui est celle de Trappes, mais effectivement, quand tu as des associations potentiellement de femmes voilées qui demandent à ce qu'il y ait des créneaux qui soient réservés à la piscine municipale pour les femmes, le maire, Ali Rabé, dit non, en fait. Il dit non, en fait, on est en République, et donc non, ce genre de choses ne se fait pas. Ah oui, donc en fait, non, voilà, ce genre de choses ne vous inquiétez pas, on saute pas sur la polémique on n'est pas en train de sauter sur le wagon de la polémique de Trappes. Non, mais voilà, ce genre de choses, par exemple, ça n'existe pas chez nous, en tout cas. Encore une fois, voilà, on dénonce l'islam politique, nous on dénonce effectivement ces femmes qui peuvent aussi subir effectivement un islam intégriste, parce qu'il existe, il ne faut pas sauver les yeux. Enfin, c'est vrai, c'est une réalité. Comme toutes les religions. Et, comme pour toutes les religions par ailleurs. Et finalement, voilà, je pense que par rapport à ça, nous, ce qu'on doit assurer, c'est que ces femmes puissent en fait avoir le choix. Parce qu'en fait, la question, elle est là. C'est la question de ne pas subir des choix imposés. Parce que oui, il y a la question de ce choix et de ce faux choix, un choix où finalement on n'aurait pas tellement de choix. Ouais. En revanche, je pense que voilà, si on voulait se donner bonne conscience par rapport à ça, si on voulait agir en bon républicain, la priorité serait d'assurer que finalement elles aient le choix. Parce que souvent, elles l'ont ce choix. Et souvent, elles ont ce choix et on leur dénigre. Parce qu'en fait, on sait mieux qu'elles. Voilà, on sait mieux qu'elles. Et je suis désolé, mais non, on ne sait pas mieux, en fait. Donc il faut arrêter. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes voilées qui prennent la parole sur la sphère, au sein de la sphère médiatique pour expliquer que finalement elles ne sont pas oppressées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'aimerais bien rapidement revenir sur ce que vous disiez concernant le détournement de l'attention des Français des grandes questions qui fâchent, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc j'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures qui ont été votées par le Sénat ont pour but finalement de détourner l'attention des Français et de ne pas s'attaquer au cœur du problème, ou est-ce que vous pensez que le débat sur la laïcité a toute sa place, même en période de crise, même en période de pandémie mondiale? Alors, peut-être pour dire un peu, les mesures problématiques, elles viennent pas que du Sénat. Cette proposition de loi sur le séparatisme, elle vient du gouvernement. Le texte était dès le départ problématique. Effectivement, le Sénat en a rajouté une couche. donc effectivement, pour moi, c'est un gros sujet, notamment en ce moment. Effectivement, je pense que c'est une manière de détourner le sujet, c'est de créer des polémiques finalement, parce que on oublie pendant ce temps-là qu'il y a toujours des dizaines de milliers de jeunes, par exemple, qui n'ont toujours pas accès aux cours, qui sont plongés dans la précarité, qui font la queue devant les banques alimentaires. Devant les banques alimentaires. Enfin, combien de centaines de milliers de jeunes cette année ne travaillent pas alors qu'ils le faisaient l'an dernier à côté de leurs études, même si en soi, je considère que c'est problématique que des jeunes aient besoin de travailler à côté de leurs études. Là, ces jeunes, en fait, c'était leur source de revenus. Aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement problématique par rapport à ça. Je pense que le gouvernement est très volontaire dans cette idée, justement, de regarder ailleurs, parce que quand on regarde les mesures qui ont été mises en place depuis un an, c'est quand même pas glorieux, parce que 150 € sur un an, c'est 50 centimes par jour, donc voilà, c'est quand même... On va pas aller loin. Donc voilà. À ça, j'aimerais, écoutez, je suis tout à fait d'accord sur une partie de vos arguments. À ça, j'aimerais quand même noter que une période de crise ne signifie pas l'arrêt de la discussion de texte. On a une intention qui a été disproportionnée, qui a été portée évidemment à cette question de l'islamo-gauchisme et de la laïcité par rapport à la vitesse où allait la résolution des problèmes sur la précarité étudiante. Maintenant, pour moi, ça veut dire que le gouvernement doit accélérer la vitesse, entre guillemets, de recherche, et là, le Parlement doit accélérer et se mettre à la vitesse pour les questions de précarité étudiante.
mais qui restent au même niveau de travail, entre guillemets, sans parler du contenu, mais qui restent au même niveau de quantité de travail fourni sur la question de la laïcité. Ou qu'ils la réduisent légèrement pour équilibrer les deux, mais c'est pas parce qu'on est en crise qu'on va seulement se focaliser sur la crise, parce que sinon on arrive sur des mesures assez liberticides qui pourraient dire si on met la crise avant tout, la crise, on met un état d'urgence et tout est résolu puisqu'on va se concentrer seulement sur la crise. Donc attention au piège un peu de la question unique. On est toujours en situation un petit peu difficile en France et systématiquement on pourrait réutiliser ton argument. On pourrait dire typiquement cette mesure, cette proposition, ce texte, cette chose-là, c'est pour masquer le problème de manifestation ou le problème de gilets jaunes ou le problème de je sais pas quoi. On peut toujours trouver un moyen de dire ça et je pense qu'il y a un outil méthodologique qui me plaît beaucoup, c'est le rasoir dans l'eau. Ça consiste à dire, en fait, il ne faut jamais prêter à la malveillance ce que l'ignorance ou ce que la bêtise peut expliquer, en fait. Et même si je pense que ce n'est ni de l'ignorance ni de la bêtise que de parler d'islamo-gauchisme, surtout de manière assez courageuse venant de la part du gouvernement aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que ça ne relève pas forcément de la malveillance et que ce sont des sujets qui intéressent certaines personnes de la vie publique qui ne cherchent pas nécessairement à détourner le sujet, auquel cas je serais obligé de te demander des preuves. Vous avez soulevé des points très intéressants. Vous êtes donc étudiante en droit à la Sorbonne, je le rappelle. Est-ce que, en tant qu'étudiante en faculté, vous pensez qu'il y a des sujets plus importants sur lesquels l'État aurait pu se concentrer, ou vous rejoignez, Jean ainsi que Aurélien, sur le fait que le débat démocratique ne devrait pas s'arrêter, même en période de pandémie? Je n'utiliserais pas le terme détourner, parce que détourner c'est un grand mot quand même. On veut masquer quelque chose, tu vois. On arrivera au même type que l'islamo-gauchisme. Du coup, ce que je dirais, c'est qu'on ne s'attarde pas assez sur les questions importantes. Les questions importantes aujourd'hui par rapport aux étudiants, c'est pas les étudiants qui prient dans les couloirs, comme on l'a entendu, alors que ça n'arrive pas ou à peine, quoi. C'est la précarité. La précarité, par exemple, menstruelle, la précarité des personnes qui font des heures de queue pour pouvoir manger, des personnes qui sont dans des conditions de travail catastrophiques, dans des appartements insalubres. Et c'est des choses qu'on a vues et qu'on a montrées pendant toute cette pandémie. Et ce sont des choses qu'on a essayé d'étouffer dans un placard en disant oui, mais je vous donne ça, c'est une mesure, rapidement. On vous donne des repas à 1 €. On a qualifié la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, de ministre fantôme, dans le cadre de l'hashtag qui a été lancé étudiant fantôme. À ce propos-là. Honnêtement, elle n'est pas fantôme parce qu'on la voit. Déjà, on la voit. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte des vrais problèmes des étudiants. Par exemple, là, lorsqu'elle parle d'islamo-gauchisme, moi, quand j'ai entendu cette intervention, je me disais, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le problème. Il y a des étudiants qui meurent, je le dis, qui meurent. Il y avait des suicides à un moment donné, il y avait encore pas fini, des étudiants qui sont dans des situations dépressives terribles, dans un mental qui se dégrade de plus en plus, et c'est la question qui lui était posée. On lui disait, regardez, madame, ce qu'il se passe. Les étudiants sont en train de mourir, les étudiants meurent de faim, les étudiants sont dans des états pas possibles, les étudiants sont dépressifs, les étudiants n'en peuvent plus. Donc vous estimez que les élites politiques ne seraient pas assez connectées pour vulgariser ce que vous dites à la réalité. Après, c'est un autre débat, tout un autre débat concernant... Par rapport à la réalité étudiante, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, j'ai l'impression personnellement qu'on ne nous considère pas comme des adultes, mais on n'est pas non plus considérés comme des enfants. Donc on ne sait pas vraiment On a lâché pied. Voilà, exactement, c'est ça. Mais on a toutes les obligations qui viennent avec du coup la majorité, mais on ne nous considère toujours pas comme des adultes. Ça veut dire qu'on était quelque peu les grands oubliés de cette pandémie. Donc là, on dévie sur la question de la précarité étudiante, une question également très intéressante sur laquelle vous pourrez intervenir une prochaine fois, je l'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat-là, qui a été très intéressant, des contradictions, des contradicteurs. Ça a été très passionnant et je vous remercie encore une fois de vous être déplacés et d'avoir accepté notre invitation. Et quant à vous, derrière votre écran, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Z.